Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à une autre émission d'Un monde canin de Jessica. Non, c'est bon, c'est le bon titre. Hein? Ouais. OK. Alors, là, aujourd'hui, on va parler de prévention de morsures, mais tu voulais nous parler aussi de prédation. Oui, en fait, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que souvent, les gens vont associer aussi la prédation à un comportement agressif, alors que la prédation, c'est vraiment un cercle cycliste qui est vraiment relié, en fait, au patron moteur de tout prédateur, qui est, dans le fond, d'aller attaquer une proie jusqu'à la mise à mort. Ouais. Donc, la prédation n'est pas un comportement agressif en soi. La prédation, c'est un comportement instinctif qu'on retrouve chez tout prédateur. Donc, et cette séquence de prédation-là, évidemment, vu que le chien a été domestiqué, elle a été coupée, parce que habituellement, on l'a en 7 séquences, qui est vraiment la fixation, la poursuite, la première morsure, le fait de secouer là, la proie, etc. Ouais. Et on a vraiment la morsure fatale, l'ingération, la dépection, excuse-moi, et l'ingération. Et au niveau qu'on va voir plus tard, au niveau des races, certaines races ont, au niveau de la génétique, les gens ont coupé la séquence de prédation pour obtenir un chien, exemple, qu'on va voir plus tard au niveau des bergers, qui va plus être au niveau de la fixation ou de la poursuite. Ouais. Parce qu'au niveau du berger, on voulait pas un chien, évidemment, qui allait attaquer les troupeaux, ils sont supposés les protéger. Donc, elle a été séquencée. VS, ce qu'on peut voir au niveau des chiens, exemple d'attaque, c'est que la séquence, elle va être complète. Donc, la séquence de prédation n'est pas nécessairement... c'est sûr que comme l'animal a été domestiqué à la base, c'est sûr qu'elle n'est pas souvent complète en totalité, contrairement à ce qu'on peut retrouver dans un prédateur sauvage, là, bien évidemment aussi. Okay. Là. Parce que là, on s'entend, ça, c'est tous les types de chiens. Parce que moi, j'ai un shih tzu, puis il y a comme une bébelle qui fait puis écoute, c'est comme si c'était un lièvre. Oui, bien c'est ça. Souvent, tu sais, les gens aussi vont se demander comme ça que les chiens sont intéressés par les jouets qui font du bruit ou les jouets un peu cheap là, qui arrivent à détruire facilement. Mais souvent, c'est à cause de ça. Puis c'est pour ça qu'ils vont aller chercher, ils vont, tu sais, avoir une fixation un peu à jouer avec le jouet tant qu'il fera le bruit de quick. Puis une fois qu'il le fait plus, ben il arrête. Oui. C'est que souvent, le bruit, puis là, le chien se pose pas tout seul. Mais c'est instinctif. Le bruit du petit jouet, ça rappelle le bruit d'un animal à la mise à mort. Oh oui, c'est vrai, c'est ça que ça ressemble. Mais vrai. Le chien, il se dit pas « Ah, oh, j'aime ça » parce que c'est comme quand un animal, j'étais en train de le tuer, puis que, tu sais, il se dit pas ça. C'est juste instinctif, il y a de l'intérêt envers ça, parce qu'en tant que prédateur, s'il y aurait pas d'intérêt, ben il y aurait pas la séquence de prédation, puis il se nourrirait pas, fait qu'il survivrait pas. Mais ça, c'est un petit fait qui est parallèle. Même chose pourquoi les chiens ont tendance à beaucoup détruire les toutous, puis enlever la bourre, exemple, s'il y a de la bourre dans les toutous, ben c'est un petit peu même chose à cause de l'instinct vraiment de dépection. Puis évidemment, la plupart l'ingéreront pas parce qu'évidemment, souvent, la plupart des races, la séquence de prédation a été coupée avant l'ingération. Mais encore là, des fois, chez les races un peu plus primitives, ces choses-là, que la séquence a moins été travaillée, on va voir jusqu'à l'ingération. Fait que c'est là que les chiens peuvent même ingérer un peu, justement, de la bourre de toutou, des choses non comestibles, juste à cause de vraiment l'instinct qui les amène à tuer, déchiqueter, ingérer. Là. OK, c'est quand même... Donc, c'est juste important de comprendre que la prédation, c'est un instinct naturel chez le chien. Donc, est-ce qu'on peut la modifier? Au niveau génétique, on a pu, mais est-ce qu'on va pouvoir l'éliminer à 100 %? Non. Mais on va pouvoir faire une bonne gestion environnementale, une bonne gestion de notre animal pour venir à réduire ce niveau de prédation-là. Mais est-ce qu'on va être capable de l'éliminer à 100 %? C'est sûr que non, parce que sinon, le chien qu'on connaît ne sera plus le chien d'aujourd'hui. Oui, c'est un fait. Puis là, si on parle de prévention des morsures... ce qui est important, c'est que, tu sais, au Québec, on est la province avec le taux de morsure qui est le plus haut, même, je pense, au niveau mondial. On fait partie vraiment de ces statistiques-là, pardon. Ouais. Donc, c'est sûr que si on parle, j'ai une statistique justement ici, on parle d'environ plus de 165 morsures en moyenne par année au Québec. Sur celle-ci, il y en a plus de 38 % que c'est sur des enfants de moins de 12 ans. Et la plupart sont faits par le chien de la famille. Donc, moi, en lisant ça, ce que j'en constate, c'est que
on a une mauvaise compréhension de nos chiens parce que si c'est le chien de la famille qui fait ça, qui pourtant probablement a des associations positives reliées aux enfants, reliées justement à sa famille, ben c'est au niveau des autres aspects qui sont pas nécessairement comblés, qui causent ça de la frustration, un manque de socialisation, comme je disais, un manquement aux besoins, un manquement de compréhension du langage canin qui apporte ce taux de morsure-là. Et on sait, et ça a été prouvé scientifiquement, que de ces morsures-là, la plupart pourraient être évitées si justement on aurait une meilleure compréhension du langage canin et qu'on travaillerait plus en prévention aussi. Donc, d'où l'importance vraiment d'aller en prévention de morsures, puis d'en discuter, d'en parler, parce que c'est vraiment comme ça qu'on va être capable de sensibiliser les gens à cet enjeu-là, à cette problématique-là. Donc, ça, cette étude-là, c'est une étude qui avait été faite là, par, si je regarde là, de mémoire, parce que je m'en souviens plus par cœur, mais ça avait été fait par la firme Léger, là. Donc, qui avait réalisé un sondage là, en 2010. Là. Donc, c'est vraiment important. Puis, tu sais, c'est assez frappant parce que ça fait beaucoup de morsures. Ça veut dire que c'est des centaines de morsures par jour. Ben oui. Mais aussi, je pense que c'est le comportement de l'enfant. Ce que je parle, c'est justement parce que je regardais ça. Un exemple, moi, j'ai un chien. Écoute, j'ai absolument jamais mordu personne. Mais là, t'as un enfant qui joue avec. Puis à un moment donné, tu vois l'impatience du chien, là, qui a l'âge, là. Fait que c'est peut-être ça, là. Je pense que c'est... Oui, mais c'est un peu le fait que, tu sais, aussi d'éduquer un peu nos enfants, mais pas simplement les enfants, mais toute la population. Justement, un chien aussi, c'est pas un toutou, puis il n'y a pas besoin besoin obligatoirement d'accepter tout ce qu'on lui fait, tu sais. Dans le sens, le respect mutuel, ça va des deux sens. Fait que, tu sais, tout ce qui est de déranger le chien quand il dort, de déranger le chien quand il mange, de sauter, exemple, les enfants, de sauter sur le dos du chien, de lui tirer le poil, lui tirer les oreilles, tu sais, c'est des questions qu'on ferait pas nécessairement à n'importe quel animal. Fait que pourquoi on le tolérait au niveau du chien, tu sais. Donc, c'est apprendre à mieux aussi socialiser puis communiquer avec les chiens parce que, clairement, il y a un c'est ça, là, je voyais là, au niveau justement de la sensibilisation au langage canin, parler des signaux d'apaisement, tout ça. Là, on s'adresse aux chiens, là. Oui, quand on parle de sensibilisation au langage canin, les signaux d'apaisement, ce que c'est juste un mot pour regrouper, en fait, toute la communication par laquelle le chien passe, donc au niveau de la gestuelle, au niveau vraiment des mimiques, au niveau des regards, au niveau de son corporel. Donc, c'est vraiment comme ça que le chien communique autant ses inconforts, s'il est heureux, s'il désire jouer. Donc, dans les signaux d'apaisement, on retrouve, exemple, ceux qu'on connaît moins, qui sont, exemple, le chien qui s'immobilise. L'immobilité n'est pas toujours source de bien-être. Un animal, exemple, qui est mobile, puis qui bouge pas trop, la gueule fermée, on voit un peu les yeux de baleine. Moi, il me démontre clairement qu'il n'est pas à l'aise vs un chien immobile, mais qui a la gueule ouverte, qui regarde un petit peu partout, qui est super, on voit qu'il est mobile dans son mouvement quand même en étant immobile. Ben là, vraiment, on voit là, qu'il est à l'aise. Fait que c'est faire attention parce que souvent, les gens pensent que l'immobilité, c'est souvent source de bien-être, alors que j'ai déjà vu des gens souvent flatter un chien, le chien s'immobilise, puis continue à le flatter parce que clairement, ils voient pas que le chien est inconfortable. Donc, l'immobilité, c'est à faire très attention parce que souvent, c'est un premier signe d'apaisement pour déceler soit un inconfort, soit un mal-être, soit peu importe. C'est pas nécessairement un chien qui est pas à l'aise, mais c'est à faire attention. Même chose, les signaux d'apaisement qu'on reconnaît moins, que le chien va beaucoup effectuer, on va avoir celui de détourner, exemple, on s'approche, détourner la tête. Le chien n'a pas besoin de détourner la tête énormément. Si on s'approche puis il fait juste ça, moi, clairement, il m'envoie un signal qu'il ne recherche pas de contact. Un chien qu'on va voir les yeux de baleine un peu aussi ou qui va détourner le regard, même chose, souvent, c'est un signal d'apaisement qui démontre qu'il ne recherche pas la confrontation, qu'il n'est pas nécessairement à l'aise, etc. On peut voir aussi le chien, évidemment, qui va, comme je disais, avoir la gueule fermée, le chien aussi qui va évidemment détourner tout le corps en entier. On va avoir aussi la pilosité, donc évidemment le poil qui se redresse sur le chien qui démontre souvent une émotion plus forte. Là, souvent,
celle-ci est plus visuelle, donc les gens en portent un peu plus attention, comme le chien qui va grogner, montrer les dents, japper. Là, souvent, c'est des signaux qui sont vraiment plus visuels. Donc là, on en porte attention. Mais souvent, les signaux qui sont moins visuels, on n'en porte pas attention. Puis c'est là qu'on vient à souvent les inhiber puis que le chien ne vienne plus à les reproduire parce qu'il ne se sent pas respecté, écouté. On a tout ce qui est au niveau. Parce que là, aussi, le chien qui lève la patte. C'est quelque chose qu'on voit surtout, c'est les petits chiens. Donc, exemple, un chien que quand on s'approche, il est comme ça assis, puis il lève la patte, il redescend, il lève la patte. C'est un signal d'apaisement qui démontre aussi souvent un inconfort, que le chien ne recherche pas nécessairement le contact, mais c'est un signal que les gens reconnaissent pas beaucoup. Un chien qui va se lécher le museau, ça, on le voit énormément, et moi, je le vois beaucoup en consultation. Donc, un chien qu'on s'approche de lui, il n'est pas à l'aise, ou même ou s'approche d'un autre chien, parce qu'évidemment, c'est leur langage qu'ils vont démontrer avec les humains, mais qui démontrent aussi avec leurs congénères. C'est juste qu'entre congénères, habituellement, ils se comprennent bien si on bien après à sociabiliser avec leurs congénères. Donc, se lécher le museau, aussi, c'est un signal d'apaisement qu'on porte pas nécessairement attention, mais qui démontre beaucoup d'informations au niveau de la communication et au niveau du langage. Fait que ça, c'est entre autres quelques signaux qu'on est moins attentifs. C'est ça, parce qu'il y a de l'air d'en avoir pas mal. Mais il y en a vraiment beaucoup. Donc, on pourra aussi vous les montrer là, durant le podcast par la suite, mais ou en même temps, mais ou bien imager pour que les gens puissent bien comprendre tous les signaux d'apaisement. Mais c'est important d'apprendre à les reconnaître. Parce que si on les reconnaît pas, mais je suis pas capable de justement savoir qu'est-ce que mon chien essaie de me communiquer. Dans les signaux d'apaisement, on a aussi ceux-là qui démontrent que le chien est à l'aise, comme l'appel au jeu, ces choses-là que les gens connaissent plus. Mais souvent, on va plus, quand on en parle, on va plus parler vraiment de ceux par rapport à des inconforts, de la peur, de l'insécurité, un désir de pas communiquer avec l'autre individu. Mais les signaux d'apaisement sont là pour communiquer, apaiser un autre individu, s'apaiser soi-même ou démontrer une émotion. Là, et d'avoir une forme de consentement. Oui. Il faut que tu aies un consentement des deux, d'après moi. Oui. Ça, c'est quelque chose que souvent les gens oublient parce que justement, on associe un peu le chien à un gros toutou puis qu'il doit tout se laisser faire puis il doit tout tolérer. Mais un chien, c'est un être vivant au même titre que nous. Donc, ça se peut, même s'il a été domestiqué, qu'il apprécie le contact physique. Mais à la base, comme je l'ai mentionné auparavant, le chien ne communique pas en touchant les autres chiens. Donc, souvent, on comble beaucoup plus notre besoin affectif à nous en flattant l'animal que lui. Oui, le chien a appris à apprécier ça parce qu'il a été domestiqué. Mais si tu donnes le choix entre aller sortir à l'extérieur, découvrir des environnements, faire des activités ou se faire flatter, dans tous les cas, je suis pas mal sûre à 99% que le chien va choisir des activités qui sont plus de prédilection à lui. Là. Donc, c'est correct de flatter l'animal, sauf évidemment, comme tu l'as mentionné, il faut être sûr de son consentement, ce qu'on a tendance à faire beaucoup avec l'humain, mais qu'on ne fait pas du tout avec les animaux. Pourtant, laisser le choix à l'animal d'entrer en contact ou pas, ça va permettre d'éviter beaucoup d'incidents. Que ce soit avec des enfants, que ce soit avec des adultes, peu importe. Donc, le chien doit toujours avoir le choix d'accepter le contact ou de le refuser, et ça, à tout moment. Donc, moi, je travaille beaucoup le consentement, autant avec mes clients, et je leur montre comment, bien le travailler pour être sûr que le chien, en fait, nous démontre qu'il recherche le contact et qu'il est vraiment désiré. Comme ça, quand il est désiré, il n'y a pratiquement aucune chance d'incident. Par exemple, quand il n'est pas désiré, c'est là que ça devient problématique parce que là, on contient le chien à obtenir un contact qu'il ne désire pas. Donc, évidemment, c'est sûr qu'il peut vite tomber soit en frustration, soit en stress, soit en anxiété, soit en inconfort, qui l'apporte à développer des comportements agressifs dans le but, évidemment, d'éviter le contact, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, le consentement, qu'on parle de ça un petit peu, c'est toujours, il va y avoir aussi l'approche envers l'animal. Parce que dans un monde dit canin, les chiens, maintenant, comme j'ai dit, nos chiens domestiques ont perdu un peu leur langage propre à eux au fil des années parce qu'on leur permet pas d'être ce qu'ils sont vraiment. Mais un chien, exemple, vraiment, qui s'est bien sociabilisé, les chiens approcheront jamais de face. Parce que de face, c'est signe de provocation. Ils vont toujours approcher de côté et souvent de biais, puis ils vont comme faire des zigzags, un peu, vont comme avancer un peu de côté l'un à l'autre. Ils vont venir, après ça, se rencontrer doucement, vont se sentir les extrémités, qui est la source, en fait, de respect chez le chien parce que, comme j'ai dit, le chien a une mémoire olfactive. Fait que lui, comment il va savoir reconnaître l'autre individu, c'est grâce à son odeur. Donc, il va aller sentir
aux endroits où les odeurs sont les plus fortes, ce qui veut dire souvent le derrière du chien, évidemment. Puis, c'est là qu'il va prendre toute l'information. Mais un chien qui arrive de face, qui prend pas le temps de saluer l'autre en se laissant sentir, déjà là, ça l'envisage un contact qui risque d'être plus difficile. Mais c'est la même chose au niveau de l'humain. Fait que nous, ce qu'on conseille aussi, c'est une bonne approche, et ça, on pourra le voir aussi. Mais l'important, c'est de ne pas approcher le chien de face et de l'obliger à avoir le contact. Souvent, je vais m'approcher un peu de biais, je vais m'immobiliser et je vais motiver le chien à venir me voir. Fait en l'appelant, en lui demandant son nom, en faisant n'importe quoi pour le leurrer à venir me voir, attirer son intérêt. Si déjà là, le chien s'approche pas de moi, clairement, il m'envoie un signal qu'il recherche pas à communiquer. Okay. Donc là, je respecte ça, puis j'arrête. Je peux essayer de le motiver, si je veux, avec de la nourriture, avec des gâteries, avec un jeu, à ce que essayer de le titiller, tu sais. Mais clairement, après ça, c'est de voir, est-ce il veut communiquer avec moi ou il est juste poussé à venir par le jouet, le motivateur. Ouais. Fait que là, dans ce temps-là, des fois, ça veut pas dire nécessairement qu'il recherche quand même le contact. Donc, dans ce temps-là, ce que je vais faire, c'est que si j'ai besoin de quand même communiquer avec l'animal, au lieu d'aller dans un contact direct de toucher avec l'animal, je vais commencer dans des contacts indirects pour créer une association positive face à moi. Donc, exemple, je vais jouer avec lui, puis je vais demander au pire que ce soit son propriétaire qui reprenne le jouet, me le donne. Donc, tranquillement, ce qu'on appelle, c'est qu'on va faire une transition vers moi. Ce qu'il va faire, c'est que l'animal, à un moment donné, comme je crée une association positive avec lui, va se sentir plus à l'aise. Puis quand il est plus à l'aise, il risque de peut-être avoir le désir de chercher un contact direct avec moi. Où on pourrait aller se promener ensemble, je pourrais juste lui lancer des gâteries à distance, mais sans qu'il y ait de contact nécessairement direct pour que l'animal se sente pas obligé ou soit pas juste motivé par le motivateur en soi, mais par le désir de venir chercher un contact direct avec moi. Et des fois, les animaux, les chiens, ça leur tente pas du tout, puis sinon, il faut respecter ça aussi, au même titre que nous, il y a des humains qui sont plus sociables, d'autres qui sont plus indépendants, d'autres qui aiment moins le contact physique, puis on respecte ça. C'est important de respecter ça au niveau de nos chiens aussi. Fait que j'ai des chiens que je connais qui aiment pas du tout le contact physique, juste parce qu'au niveau de leur personnalité, ils sont comme ça. Il y en a que c'est juste à cause de des mauvaises expériences. Exemple, ils ont subi des mauvais traitements, ces choses-là qui font qu'ils ont de la difficulté à avoir un contact direct avec l'humain. T'sais, des fois, ça peut avoir plusieurs causes reliées à ça, mais dans tous les cas, c'est quand même de respecter la décision du chien là-dedans. Fait que, on va approcher vraiment plus de côté, laisser le chien s'approcher à nous. Si le chien s'approche à nous là, parce que de lui-même il est curieux, je vais le laisser me sentir. Une fois qu'il me sentit, je vais présenter ma main. Souvent, on va présenter la main, le poing fermé, parce que... Puis jamais devant le visage. Les gens ont souvent tendance à approcher la main du visage, sauf que c'est un peu comme toi, tu m'approches à 2 pouces de ta face. Souvent, de un, le chien, il se sent coincé. Même s'il peut reculer ou partir à gauche, à droite, le fait que la main s'approche du visage, souvent, il se sent vraiment envahi, ce qui fait que là, évidemment, s'il n'est pas à l'aise, puis que là, il peut plus fuir, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va attaquer pour se protéger. Puis souvent, il y a beaucoup de morsures qui viennent comme ça parce qu'on envahit l'espace du chien et qu'on pense tout de suite à le flatter sans demander le consentement. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'une fois que le chien s'est approché de moi, il me sentit, je peux présenter le poing. Souvent, je suis toujours de parallèle, un peu de côté au chien. Une fois qu'il me sentit, là, je vais pouvoir, évidemment... gratter un peu son torse, jamais au niveau du visage. Comme ça, quand on flatte le côté du chien ou le torse, s'il n'est pas à l'aise, il ne se sent pas coincé, pris, donc il va quand même pouvoir s'éloigner au besoin. Alors, on flatte quelques secondes, juste 1 ou 2 secondes, et tout de suite, j'arrête le contact. Si le chien vient rechercher le contact, fait un transfert de poids vers moi, me pousse du museau avec la main sur le museau ou quoi que ce soit, là, clairement, il me démontre que, hey, continue, j'aimais ça, tu sais. Mais c'est au contraire, le chien... fait un transfert de poids contraire à moi, démontre des signaux d'apaisement quand j'arrive pour le toucher, s'éloigne, là, clairement, il m'envoie une information qu'il n'a pas aimé le contact. Donc, c'est important de respecter ça. Et ça veut pas dire parce que le chien est immobile à côté de nous et s'éloigne pas qu'il désire quand même le contact. C'est pas parce que nous, on est assis l'un à côté que je veux que tu me flattes la cuisse. Mais c'est la même chose pour le chien. Souvent, les gens vont dire, il est venu me voir. Fait que moi, je l'ai flatté, puis là, il m'a mordu. Mais c'est lui qui est venu. Mais le chien est curieux. Fait que c'est sûr que le chien, c'est un animal qui est territorial. Fait que dès qu'il y a quelque chose de nouveau dans l'environnement, puis c'est un animal qui est très curieux, il va aller à la rencontre pour être capable d'analyser son environnement. C'est quoi cette affaire-là? Mais ça veut pas dire qu'un chien vient à nous, qui vient nous sentir, qui veut nécessairement avoir un contact direct et se faire flatter. Ça, c'est 2 choses complètement très différentes. Fait que ça, c'est vraiment important de faire attention. Si j'ai demandé le consentement au chien, j'enlève ma main pour voir si le chien revient. S'il reste immobile là,
mais qui fait pas un comportement qui recherche de nouveau le contact, même s'il ne s'éloigne pas, je recommencerai pas à le flatter. Parce que il peut vouloir juste rester là sans nécessairement se faire flatter quand même. Là, OK. Mais si j'ai peur du chien, est-ce que le chien va avoir la même réaction? Tu sais, même si je dis pas, là, j'essaie de pas le montrer. Ben ça, je pense que c'est un débat actuellement. Il y en a beaucoup qui disent que bon, mais le chien, oui, ressent les émotions, fait qu'ils peuvent ressentir ton stress. Oui, les chiens ressentent des choses qu'on ressent pas parce qu'ils se fient beaucoup à leur énergie. C'est leur moyen aussi de communiquer. Mais avant tout, ils vont plus le ressentir à l'aide de nos gestes, notre corporel. Donc, si, tu sais, ils sentiront pas vraiment qu'à l'intérieur, t'es si stressé que ça, mais si t'es tout raide, au niveau de ta posture, tes mimiques, tu dégages, que tu es stressé, anxieux, là, ils peuvent le ressentir à cause de ta gestuelle et ces choses-là, ou des comportements que tu peux reproduire. Donc, certains chiens, oui, à la base, dans la meute, les individus qui étaient non équilibrés, souvent, on va voir les chiens ont souvent tendance à être très, très agressifs envers ce type de chien-là, ou les chiens malades, blessés, parce que c'est vrai. dans le côté génétique, instinctif, la faiblesse n'a pas comme un peu sa place dans la meute, parce que si on accepterait comme nous tous les gens qui sont faibles, mais là, nous, c'est parce qu'on a toutes les autres choses qui permettent de nous aider, ben on serait morts aujourd'hui. C'est un peu pourquoi que la nature est un peu, on pourrait dire, impitoyable à ce niveau-là. Donc, ce qui arrive, c'est que oui, certains chiens vont éprouver des comportements un peu plus agressifs dans le but de faire fuir, éviter de socialiser avec des individus, donc des humains qui démontrent des comportements ou des signaux qui démontrent un certain stress, de l'anxiété, ces choses-là, parce que dans le monde animal, c'est sûr que les animaux qui sont pas équilibrés ou quoi que ce soit, ou qui ont certaines problématiques, peuvent pas faire partie, évidemment, de la meute ou du groupe. Là. Donc, oui, certains chiens peuvent ressentir ça ou peuvent avoir un comportement différent d'une personne qui serait pas nécessairement stressée en leur présence. Là. Comme certains, des fois, vont développer de la prédation, mais la prédation, on trouve ça très rarement chez les adultes. Souvent, la prédation, c'est fait sur les petits animaux, les trucs qui vont vite, les enfants, parce qu'à la base, bien souvent, toute proie, bien, c'est un petit peu faut qu'elle soit un peu plus petite qu'eux autres, là, à moins qu'ils soient en meute. Donc, souvent, la séquence de prédation n'est pas déclenchée sur les stimuli qui sont vraiment très gros, à part s'ils vont vite. Donc, souvent, ben, un chien, c'est sûr que là, s'il y a déjà l'instinct de prédation envers l'humain pour X raisons, puis que là, il voit des éléments de stress ou quoi que ce soit, bien là, oui, il pourrait peut-être plus facilement associer la personne à une proie et vouloir effectuer des comportements de prédation par rapport à ça aussi. Fait que oui, c'est sûr que c'est un peu le pourquoi qu'on dit que, bon, ben si t'es stressé, ces choses-là, le chien va le ressentir, de faire attention, de pas démontrer de source de stress. Mais encore là, ça veut pas dire à tout coup que parce que t'es plus stressé ou que t'as peur des chiens, que tous les chiens vont t'attaquer et puis te rejeter non plus, là, dans le sens que... Ah, c'est ça. Tu sais, je veux dire, ce que je veux dire, c'est que même si on fait tous les beaux gestes qu'il faut devant un chien, ce qu'on a à l'intérieur, nous autres, non, il y en a, ça, on s'en fout, ça va bien. Puis il y en a d'autres, c'est « Oh, j'ai peur ». Mais le chien, c'est ça qu'on se demande, le chien, le ressent-tu? Bien, d'une certaine manière, c'est sûr que oui. Oui. Ouais. Mais je crois qu'il ressent. Il l'analyse plus à cause de comment tu te comportes, puis au niveau de ta gestuelle, qu'au niveau de sentir l'émotion du plus profond. Là, là. Mais après ça, oui, ça a été prouvé aussi quand même scientifiquement que les chiens pouvaient ressentir des choses qu'on ressentait pas. Donc, mais je pense que là, je m'avancerai pas trop là-dedans parce que c'est pas un sujet non plus que je connais à 100%. Donc, c'est sûr que pour être franche, je pourrais pas en dire plus, je ne saurais. Mais sûrement que j'imagine la science comportementale puis tout ce qui est au niveau des études vont peut-être être capables de nous révéler la vérité plus tard à ce niveau-là. Mais c'est sûr que tout ce qui est entraînement canin, tout ce qui est psychologie canine, entraînement animal à la base, puis toutes les sciences comportementales, ben c'est sûr que je pense que c'est toujours... Ça commence juste à être un sujet d'actualité, puis on comprend juste que justement, les animaux ont des émotions, ces choses-là, ils ont des instincts propres à eux, on commence juste à comprendre leur fonctionnement. Donc, c'est pour ça que c'est un domaine qui est en continuel avancement, puis c'est pour ça que les techniques ne cessent de changer et d'évoluer. Fait que c'est vraiment... un domaine en effervescence. Là. Fait que, personne ne peut avoir la vérité absolue parce que justement, on n'a peut-être pas toutes les connaissances
de ces animaux-là pour être capable de dire hors de tout doute que ça, c'est vraiment la vérité, puisqu'il y en a, effectivement, il y a peut-être des choses aussi que je vais avoir dit au travers du podcast. L'important, c'est de ne pas nécessairement prendre tout au mot, parce que même moi, j'apprends à tous les jours. Puis c'est pas parce que je suis intervenante en comportement canin que je connais tout et que j'ai la vérité absolue. Il y a beaucoup de mes clients à tous les jours qui m'en apprennent sur le monde canin, puis j'apprends à tous les jours. Puis je pense que c'est cette belle capacité-là. Je pense que qu'est-ce qui fait d'un bon professionnel, autant un intervenant en comportement canin que dans n'importe quel milieu, c'est une personne qui a le désir d'apprendre, puis de s'introspecter, de se remettre en question pour faire mieux. Puis quand tu te remets en question, ben ça montre, tant qu'à moi, que là, tu es vraiment un bon professionnel parce que, justement, tu le sais qu'il y a toujours place à l'amélioration, puis que notre monde est toujours en constante évolution. Les chiens sont en évolution encore, leur génétique change, leur bagage personnel aussi, leur bagage génétique, tout ça, notre société évolue constamment. Fait que c'est sûr que tout ce qui est au niveau aussi de l'entraînement canin, de la psychologie canine, de la science comportementale, ça l'évolue également, tu sais. Fait qu'on essaie, ce qui est bien, c'est de se mettre à jour, de faire justement de la formation continue, mais l'important, c'est de toujours se remettre un peu en question de se dire, est-ce que je suis capable de faire mieux? Puis là, avec les connaissances que j'ai, est-ce que je suis capable d'aller dans des meilleures pratiques qui sont plus éthiques, qui respectent plus l'animal, qui suivent plus aussi les études qu'on a présentement, les connaissances qu'on a au niveau du monde animal. Là. Parfait. Et c'est parce que tout ça, moi j'avais un Yorkshire, puis c'était notre jauge. Lui, il adorait les gros chiens, mais quand il grondait après un gros chien, c'est parce que ce gros chien-là, il fallait pas s'en approcher. OK. Fait que c'est bizarre de même, mais nous autres, ça avait été ça. Là, en fait, on l'a le eu 17 ans, grognement, fait que c'était ça qu'il a fait. C'est une forme de ritualisation qu'on appelle. Fait que c'est des comportements dans le but vraiment qui sont ritualisés, dans le but vraiment d'éviter l'agression. Okay. Donc, tu sais, ton Yorkshire, quand il grognait, ben, ce qu'il voulait démontrer, c'est « approche-toi pas, je suis pas à l'aise ». Donc, oui, c'est important de l'écouter, puis c'est important de respecter et de ne jamais punir un grognement. Parce que nous, on pense plus loin. On se dit, le chien grogne, mais je vais le punir parce que je veux pas qu'il grogne, tu sais. Mais le chien, lui, si on le punit quand il grogne, il va inhiber ce comportement-là. Puis comme j'ai dit, s'il ne grogne plus, bien, il va tout de suite attaquer. Okay. Puis le grognement, c'est plate à dire, c'est juste parce que nous, on l'associe au chien qui va absolument mordre. Mais c'est juste parce que c'est un des derniers signaux d'apaisement après. Il y a le grognement, après ça, le chien qui monte les dents, après ça, il y a le pincer ou attaquer. Mais en fait, le grognement, c'est au même titre qu'un chien qui fait juste démontrer un inconfort, au même titre que moi, comme j'ai dit tout à l'heure, si tu me flattes le bras, je te dirais, excuse-moi, je suis pas à l'aise. Fait que, faut jamais punir le grognement. Au contraire, moi, je l'encourage dans le sens que je le respecte. Si mon chien grogne, je vais le retirer de la situation. Puis la première question à se poser, c'est pourquoi il a grogné? Être capable d'analyser si tu fasses à un stimulus, si tu fasses à telle chose, comme ça, on est capable, après ça, de savoir pourquoi, puis d'intervenir et changer un peu soit l'association ou peu importe le pourquoi du comment. Mais il faut jamais punir le grognement parce que c'est de punir vraiment un chien qui démontre un inconfort. Puis souvent, on vient à inhiber encore plus ses comportements. Parce que là, vois-tu, rien que depuis qu'on a commencé ces émissions-là, avant de conclure celle-là, c'est parce que moi, les chiens qui me faisaient peur, c'était ceux-là. Les petits? Non, les teckels? Les teckels. Écoute, les seuls que j'ai vus, moi, ils voulaient me manger. Ah ouais? Je détestais cette race-là. Là, quand je l'ai vu arriver l'autre jour, je me dis, oh, j'ai fait comme, oh, mais non, je l'adore. Non, c'est un bon garçon. Puis ça, on va le voir au niveau des races, de ne pas stigmatiser des races parce que souvent, ça ne veut pas dire qu'un chien, c'est telle race qui va avoir naturellement tous ces traits-là ou ces problématiques-là aussi. Là. Fait que c'est sûr que ça, c'est à faire attention. Mais sinon aussi, ben, c'est sûr que au niveau apport de l'approche du consentement, c'est sûr que c'est important aussi. Si on parle un peu des préventions de morsures ici, qu'est-ce qu'au Québec, on a intégré? C'était vraiment la législation. Donc, je pense que ça date de 2022. C'est le sujet qu'on va starter, je pense. C'est tout ça? Oui, on va parler de ça. Parfait. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci à toi.